Lundi 22 juin 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. Tout de suite pour commencer, plus de 60 personnes ont été victimes d'intoxication alimentaire à N'Djanour, dans la commune d'Ambouibao, en Teirouk. Elles ont consommé des aliments achetés auprès d'une gargote samedi dernier. Plusieurs victimes ont été évacuées à la GRA. Des victimes ont pu rentrer chez eux, mais d'autres ont dû retourner à l'hôpital en raison d'une aggravation de leur état de santé. Le point de vote concerné ainsi que le marché qui approvisionnait cette gargote ont été fermés pour enquête. Les causes exactes de cette intoxication alimentaire survenue à N'Djanour ne sont pas encore clairement établies selon les personnes touchées et leurs familles. D'après leurs témoignages, le lieu où s'est produit l'incident est pourtant une gargote fréquentée depuis longtemps par les habitants du quartier. Nos journalistes Radraman Nzatouf et Nzara Djiantsou se sont rendus sur place pour recueillir les témoignages des victimes et de leurs proches. Reportage. À la mi-journée, aux environs de 11 heures, lors de notre passage à N'Djanour, de nombreuses personnes étaient encore rassemblées devant le lieu où s'est produite l'intoxication alimentaire. Les habitants continuent de s'interroger sur les causes de cet incident, survenu dans un lieu qu'ils fréquentent habituellement sans avoir connu de problèmes similaires auparavant. Ces deux sœurs figurent parmi les victimes de l'intoxication alimentaire. Après avoir reçu des soins médicaux, elles ont pu regagner leur domicile. Elles avaient consommé un repas dans cet établissement le samedi soir et les premiers symptômes sont apparus dès le dimanche matin. Toute leur famille avait pour habitude d'acheter des plats préparés dans cette gargote. Selon ce père de famille, c'est la première fois qu'un tel incident se produit dans cet établissement. Certaines autres victimes, déjà autorisées à quitter l'hôpital, affirment toutefois ne pas être encore totalement rétablies. Elles poursuivent leur traitement malgré leur sortie de l'établissement hospitalier. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette intoxication alimentaire. Les résultats des analyses et des investigations sont désormais attendus pour faire toute la lumière sur cette affaire. Et face au cas récent d'intoxication alimentaire, les consommateurs redoublent de vigilance en vérifiant systématiquement les dates de péremption des produits vendus sur le marché. Selon les personnes interrogées, cette précaution est indispensable pour préserver la santé. Les cas d'intoxication alimentaire étant de plus en plus fréquents ces derniers temps, la prudence s'impose désormais lors de chaque achat. Toujours un reportage signé Radraman Nzatouf et Nzara Djiantsou. Les cas d'intoxication alimentaire comme ceux survenus à N'Djanour sont relativement fréquents, poussant de nombreuses familles à contrôler attentivement la date de limite de consommation ou d'utilisation des produits qu'elles achètent. Parmi les articles les plus surveillés figurent l'huile alimentaire, les aliments en conserve, ainsi que ceux destinés aux jeunes enfants. Les consommateurs affirment accorder une attention particulière à ces produits afin de limiter les risques pour leur santé et celle de leur famille. La vérification des dates de péremption, des conditions de conservation et de l'état général des produits demeure l'un des meilleurs moyens de prévenir les risques d'intoxication alimentaire, surtout en cette période de festivités. Dans un tout autre sujet, la population du Fouktani de Manarsu Atsnan refuse la nomination directe du chef de Fouktani. Une manifestation de protestation a été organisée aujourd'hui par les habitants qui ont notamment cloué les portes du bureau du Fouktani. C'est Nranirland, Yves Chanel. La population du Fouktan de Manarsu Atsnan a été surprise ce matin de découvrir le nouveau chef de Fouktan dans les locaux du Fouktan. Cette situation a provoqué un mouvement de colère ayant conduit immédiatement à la fermeture du bureau. Les habitants s'opposent à cette nomination et réclament la tenue d'élections conformément aux promesses. Il est à noter que des mouvements similaires ont été observés lors du remplacement des chefs de Fouktan et Antananarivrenovic depuis le mois d'octobre 2025 jusqu'à aujourd'hui.
Et la circulation est interrompue sur la route reliant le CEG d'Amboumianj à Manchester à partir d'aujourd'hui jusqu'à mercredi. Cette fermeture est due aux travaux de remplacement d'une conduite principale d'eau d'un diamètre de 500 mm sur une longueur d'environ 180 mètres à Amboumianj. L'approvisionnement en eau est également suspendu dans les zones concernées. Les détails. La Jirama a entamé ce jour les travaux de réhabilitation de la conduite d'eau à Amboumianj. Selon les explications, la rupture de cette canalisation entraîne une perte d'environ 800 mètres cubes d'eau par jour. Cette intervention provoquera une interruption de l'approvisionnement en eau dans plusieurs quartiers, notamment à Kadfout, Manzakaray, Suavmbaok, Nansan, Passapitu, à Kadjamam, en Keren, en Alamainsi, Ivanj, Suavmaswanj, en Batbe, Masnadjin, en Boucharab, en Katkel, Ilaf, ainsi que dans les zones environnantes. Le retour à la normale de la distribution d'eau se fera progressivement en fonction du remplissage du réseau. À l'issue des travaux, une amélioration de la pression de l'eau distribuée aux ménages est également attendue. Et dans le domaine de l'éducation, le taux de réussite au CEPE 2026 pour la Cisco d'Antananarivo-Vuitch s'élève à 85,30%. 23 345 candidats ont été admis parmi les 27 733 inscrits à l'examen de cette année. Pour rappel, 27 369 candidats se sont effectivement présentés aux épreuves du CEPE qui se sont déroulées le mardi 16 juin 2026. 364 candidats étaient absents. Les résultats du CEPE ont été publiés hier pour la circonscription scolaire d'Antananarivo-Vuitch. Et dans la page sportive, l'Espagne a largement dominé l'Arabie Saoudite sur le score de 4-0, tandis que la Belgique et l'Uruguay ont éprouvé davantage de difficultés lors de cette deuxième journée de la Coupe du Monde de foot. De son côté, l'Égypte devient la première équipe africaine à occuper la première place de son groupe. Narsoura Zakassan, Michel Rakoutsan. Les favoris commencent progressivement à confirmer leur statut dans cette Coupe du Monde de foot. Parmi eux figure le Japon qui s'est imposé sur le score sans appel de 4-0 face à la Tunisie. Une victoire qui permet aux Japonais de conserver la deuxième place du groupe F. L'Espagne a également retrouvé toutes ses sensations en s'imposant 4-0 contre l'Arabie Saoudite. Lamine Yamal a ouvert le score pour l'Aurora, tandis qu'Oyarzabal s'est offert un doublé. Le quatrième but espagnol est intervenu à la suite d'un but contre son camp d'un défenseur saoudien. Mohamed Salah s'est également illustré dans cette deuxième journée en conduisant l'Égypte à une victoire de 3-1 face à la Nouvelle-Zélande. Grâce à ce succès, l'Égypte devient la première nation africaine à prendre la tête du groupe G. En revanche, l'Uruguay et la Belgique ont connu davantage de difficultés lors de cette deuxième journée. La Belgique a été tenue en échec par l'Iran sur un score nul et vierge de 0-0, tandis que l'Uruguay a également partagé les points avec le Cap-Vert. Concernant le programme à venir, le champion du monde en titre ainsi que son dauphin feront l'entrée dans cette deuxième journée de compétition. Ce soir à 20h, heure de Mada, l'Argentine affrontera l'Autriche. À minuit, heure de Mada, la France sera opposée à l'Irak. Et c'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Un premier cycle de pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran s'est achevé ce jour en Suisse, ont rapporté des médiateurs, après un démarrage tendu marqué par des menaces de part et d'autre. France 24. Ils se sont donné 60 jours pour parvenir à un accord de paix au Moyen-Orient. Mais la première rencontre directe en Suisse entre l'Iran et les États-Unis a débuté par un coup de colère. Selon la presse iranienne, la délégation de Téhéran aurait d'abord quitté les lieux des discussions au bout de 80 minutes, suite à la publication d'un message de Donald Trump sur son réseau social. L'Iran doit immédiatement empêcher ses alliés au Liban de causer des problèmes. Sinon, nous frapperons l'Iran très durement à nouveau. Le président américain vise le Hezbollah, la milice chiite libanaise alliée de l'Iran, qui affronte l'armée israélienne depuis le début de la guerre. Ces derniers jours, les combats se sont poursuivis malgré le cessez-le-feu. Des frappes de l'armée israélienne ont fait au moins 30 morts dans le pays samedi.
Or pour Téhéran, aucun accord n'est possible sans une fin des hostilités au Liban. La mise en garde des États-Unis passe mal. Il ferait mieux de peser leurs mots. Nos forces armées sont prêtes à leur répondre autrement. La situation au Liban, où Israël veut maintenir son armée dans le sud, fragilise fortement ces négociations auxquelles ni l'État hébreu ni le Liban ne prennent part. Malgré ces tensions, les pourparlers se sont ensuite poursuivis durant la nuit, selon un diplomate américain, avec la médiation du Qatar et du Pakistan. La délégation américaine est emmenée par le vice-président J.D. Vance, le magnat de l'immobilier Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner. Les discussions auraient notamment porté sur le sort des avoirs iraniens gelés et la réouverture du détroit d'Ormuz, l'un des principaux leviers de négociation pour Téhéran. Nabatieh est une ville dévastée, déclare Mohamed Saloum, un habitant venu inspecter son magasin endommagé après qu'Israël a ordonné à ses forces de cesser les combats dans le sud du Liban. La ville reprendra vie dans 2 ou 3 mois après cette catastrophe, mais le plus important, c'est que les Israéliens quittent notre terre, déclare Saloum. France 24. Les rues sont pour la plupart désertes. À quelques kilomètres d'Israël, le village libanais de Nabatieh a été pilonné par l'armée israélienne. Peu d'habitations ont résisté au poids des bombes. Au milieu des gravats, quelques habitants tentent de retrouver ce qu'ils peuvent. Depuis la fin des bombardements il y a quelques heures, les bulldozers passent à l'action, entourés de drapeaux du Hezbollah. Selon le maire, en 48 heures, la ville a subi l'équivalent de la moitié des destructions causées par 110 jours de guerre. Mohamed, lui, revient pour la première fois et découvre l'état de sa boutique. Je suis venu inspecter les dégâts, puis je retournerai à Saïda. Avec un peu de chance, dans 2 ou 3 jours, si le cessez-le-feu tient, les travaux de reconstruction à Nabatieh se dérouleront 24 heures sur 24. Des travaux qui se dérouleront à portée de l'armée israélienne, stationnée à quelques kilomètres de là, et qui reste prête à agir. Nabatieh est une ville dévastée, mais cela reste supportable comparé à leur présence sur notre terre. Si Dieu le veut, la ville reprendra vie dans 2 ou 3 mois après cette catastrophe, mais le plus important, c'est que les Israéliens quittent notre terre. Dans la région, le cessez-le-feu en vigueur depuis seulement quelques heures reste très fragile. Le Premier ministre israélien a annoncé qu'il n'ordonnera pas à ses troupes de se replier. Nous avons remporté des victoires extraordinaires et nous n'y renoncerons pas. Nous resterons dans la zone de sécurité du sud du Liban aussi longtemps que nécessaire, afin de protéger les habitants du nord ainsi que l'ensemble des citoyens de l'État. Une présence que le Hezbollah a immédiatement qualifiée d'impossible. Après la crise énergétique provoquée par l'invasion de l'Ukraine, le conflit au Moyen-Orient rappelle le coût économique de la dépendance européenne aux énergies fossiles importées. La flambée des prix menace la croissance et entretient l'inflation. Dans ce contexte, les investissements dans les énergies renouvelables ne répondent plus seulement à des objectifs climatiques. France 24. Un dispositif tout neuf pour ce transporteur belge. Son camion est rechargé grâce à l'énergie du vent, stockée dans une grosse batterie. Une solution qui permet d'utiliser un maximum d'énergie verte. Elle est développée par ce fournisseur néerlandais, dont le service a déjà séduit une 50aine de professionnels en Belgique. Nous essayons d'optimiser la consommation et l'utilisation d'énergie pour nos clients. En fait, l'équilibrage de charge entre ce que vous retirez du réseau et ce que vous produisez vous-même, c'est ce que nous essayons de maximiser. L'essor de son activité, il le doit aussi aux récentes crises énergétiques. Celle de 2022 après l'invasion de l'Ukraine et la situation actuelle au Moyen-Orient. Des tensions géopolitiques qui mettent en lumière la dépendance européenne et plaident en faveur du développement des renouvelables. Avant, les investissements dans les renouvelables, c'était uniquement pour le climat, pour réduire le CO2. Maintenant, c'est pour savoir comment s'affranchir de régions instables dont l'Europe et la Belgique ont toujours dépendu. Ce changement de paradigme, l'économie européenne en a bien besoin. Avec la fermeture du détroit d'Ormuz, la facture énergétique de l'Union a bondi de 27 milliards d'euros. Les perspectives de croissance ont dû être revues à la baisse, autour d'1% pour 2026, alors que l'inflation augmente. On se trouve typiquement dans le scénario
que tout le monde veut éviter, c'est le scénario qu'on appelle de stagflation, c'est-à-dire d'une croissance très faible ou négative avec une inflation forte, parce que c'est en fait une situation qui est extrêmement difficile à résoudre. Et c'est typiquement ce qui arrive avec des chocs énergétiques. Pourtant, la situation reste moins grave qu'en 2022, qui était surtout un choc gazier. Malgré tout, Bruxelles surveille de près les réponses budgétaires des États membres. La Commission a assoupli les règles sur les aides d'État pour soutenir l'industrie, mais elle exige que ces aides restent temporaires. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et restez avec Viva.